À l'instant même où je pénétrais dans le grand salon du château de la Loire, chaque conversation s'interrompit comme si on avait coupé le son. Ma sœur, Manon, se tenait sous le lustre monumental en cristal de baccarat, un microphone à la main, arborant ce petit sourire acéré qu'elle réservait aux soirées où elle avait l'intention de triompher. Elle avait passé des semaines entières à engager des enquêteurs privés, cherchant désespérément à prouver que je mentais au sujet de mon entreprise. Et ce soir, à l'occasion de l'anniversaire de notre grand-mère, elle était prête à m'humilier devant l'assemblée tout entière. Je pouvais le lire dans ses yeux. Cette confiance inébranlable, cette certitude absolue, le frisson de me voir enfin chuter de mon piédestal imaginaire. Mais ce que ma sœur ignorait était d'une simplicité désarmante. L'enquête ne s'était pas arrêtée à moi, et les agents de la gendarmerie nationale se dirigeaient déjà vers elle. Je m'appelle Chloé Aïe, et j'ai appris très tôt que dans ma famille, la présence ne garantissait nullement la visibilité. On pouvait s'asseoir à la même table, respirer le même air saturé de tension polie, entendre les mêmes conversations feutrées, et pourtant, être la personne que personne ne se souvenait d'avoir regardée. Je n'étais pas ignoré par méchanceté, mais par habitude. Mon père, Monsieur Pierre Aïe, un homme qui avait bâti son autorité sur la tradition et les apparences, avait toujours supposé que je finirais par me conformer à la version du succès qu'il respectait. Ma mère, Madame Monique Aïe, gérait la température émotionnelle de la maison comme on règle un thermostat. Des ajustements discrets, une culpabilité déguisée en inquiétude, des attentes enveloppées dans des voix douces. Et ma sœur, Manon, le centre poli et brillant de cet univers, comprenait exactement comment maintenir son éclat. Elle recevait leur approbation aussi naturellement qu'elle respirait. Je ne leur en voulais pas. Pas à l'époque. Je m'étais simplement adapté. Tandis que ma sœur collectionnait les éloges devant les invités, je m'asseyais dans les coins, un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, construisant des choses que personne ne demandait, mais que je ne pouvais m'empêcher de créer. Je n'en faisais pas grand bruit. Je ne savais pas comment faire. Ma force résidait dans les nuits blanches, les lignes de code épurées, les progrès silencieux. Au moment où j'ai terminé mes études, le fossé entre nous était déjà creusé. Elle organisait des événements caritatifs. Je construisais des systèmes de sécurité informatique. Elle posait pour des photos avec des sponsors. Je déboguais des infrastructures dans des appartements que je pouvais à peine me payer à Lyon. Mes parents la qualifiaient de fiable, de responsable, la fierté de notre famille. Ils me disaient talentueuse, mais avec le ton que l'on emploie pour les passe-temps que les enfants finissent par abandonner. Je ne contestais pas. Les disputes nécessitaient un public, et je n'en avais aucun. Puis est arrivé ce moment, il y a 5 ans, qui a finalement défini nos rôles de manière trop claire pour être ignoré. Un dîner de bœuf bourguignon servi avec des couverts en argent, une conversation polissée et les mêmes comparaisons qui flottaient toujours au-dessus de la table lorsque l'air se raréfiait. Mon père m'a interrogé sur mes « vrais » projets. Ma mère s'est demandé à voix haute si je me sentais perdu. Ma sœur s'est penchée en arrière, souriante, avec l'aisance de quelqu'un qui se croit magnanime, et a dit que son association à but non lucratif pourrait bien utiliser une paire de mains supplémentaires, à temps partiel, horaire flexible, quelque chose que je pourrais gérer. La pièce attendait ma gratitude. Je sentais cette attente comme un poids sur ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. Un basculement, une ligne de fracture, une porte qui se fermait. J'ai repoussé ma chaise. Le son s'est à peine enregistré contre le tintement des verres. Mais ma famille a levé les yeux comme si elle avait entendu une explosion. « Regardez-moi bien », ai-je dit. Puis je suis sorti, non pas avec colère, mais avec une clarté limpide. Cette nuit est devenue la frontière entre celle que j'étais et celle que je refusais de redevenir. Le message est arrivé un mardi matin, enfoui entre les mises à jour de contrats et les alertes système. Léa, ma cousine, la seule de la famille qui hésitait encore avant de juger, n'avait envoyé que quelques mots. Elle a engagé des enquêteurs. Elle prépare quelque chose pour la fête. Je suis resté à fixer l'écran. La vapeur de mon café serré montait en volute, brouillant le texte un instant avant de s'éclaircir. Des enquêteurs, pas des rumeurs, pas des chuchotements. Une tentative coordonnée. Manon n'était pas subtile. Elle n'en avait jamais eu besoin. L'approbation avait toujours amorti ses décisions comme des airbags. À midi, Stéphane Price, mon directeur des opérations et ce que j'avais de plus proche d'un frère, se tenait dans mon bureau d'un immeuble haussmannien à Lyon,
avec l'expression qu'il réservait aux failles de sécurité et aux crises majeures. Il a laissé tomber un dossier sur la table en verre entre nous. Elle n'a pas engagé n'importe qui, a-t-il dit. Du haut de gamme, minutieux, le genre qui peut s'infiltrer dans tous les recoins de votre vie. J'ai ouvert le dossier. Des pages, des registres, des notes sur mon entreprise, mes contrats, mes finances personnelles. Rien de compromettant car il n'y avait rien à compromettre. Mais l'implication était claire. Elle préparait un récit bien avant même que je réalise que j'y avais été jeté. Stéphane m'observait en silence. Elle veut prouver que tu as menti, a-t-il dit, surtout, ton succès, ton travail, ton entreprise. Elle veut tout démolir. J'ai refermé le dossier. Derrière lui, la ville de Lyon s'étendait à travers la fenêtre, ses lumières scintillant dans l'air froid. Depuis cette hauteur, la ville semblait toujours honnête. Des angles nets, des grilles ouvertes. Ma famille, jamais. La chose qui a serré quelque chose au fond de ma poitrine n'était pas l'enquête. C'était le détail suivant que Stéphane a livré lentement, comme s'il savait comment chaque mot atterrirait. Elle veut le révéler publiquement à l'anniversaire de ta grand-mère. Le grand salon, le microphone, le public. Une répétition de la nuit où j'étais parti. Sauf que cette fois, elle avait l'intention de conclure l'histoire. Pas seulement de la tordre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je ne me suis même pas levé. J'ai juste posé mes doigts sur le bord du dossier, laissant le papier refroidir sous ma main. Ma sœur croyait découvrir une vérité. Elle ne réalisait pas qu'elle se tenait sur une. J'ai simplement souri. J'ai dit à Stéphane, plus pour moi-même que pour lui, que l'enquête qu'elle avait lancée avait déjà trouvé autre chose, quelque chose de plus grand. Et ça ne me concernait pas. Je n'ai pas tout dit à Stéphane tout de suite. Certaines prises de conscience sont trop profondes, trop anciennes pour être exprimées à l'instant où elles font surface. Après qu'il eut quitté mon bureau, je suis resté là, seul avec le dossier, son poids mince mais indéniable, tandis que la lumière de l'après-midi lyonnais passait du blanc alors puis au gris. Mon ordinateur portable bourdonnait sur le bureau. Les conduits de ventilation du bâtiment murmuraient. Quelque part à un étage inférieur, quelqu'un a ri, ignorant que ma sœur était en train de scénariser un spectacle destiné à m'anéantir. J'ai rouvert le dossier, non pas parce que j'avais besoin de voir son contenu ou je comprenais déjà ce qu'il était mais parce que le regarder lentement, page par page, me rappelait le schéma auquel j'avais passé des années à échapper, quelqu'un d'autre écrivant mon histoire pendant que je restais silencieuse. Sauf que cette fois, le silence n'était pas une capitulation. C'était une stratégie. Les dossiers que les enquêteurs avaient rassemblés sur moi étaient inoffensifs, propres, attendus. Mais les notes subtiles dans les marges, les références croisées à des activités financières, les demandes de renseignements inexpliqués liées à ma sœur, c'était la partie qu'elle n'avait pas prévue. L'enquête qu'elle avait financée s'était déjà retournée contre elle, et je n'avais pas levé le petit doigt. Le soir, j'étais de retour dans mon appartement de standing, les lumières de la ville dispersées à travers les fenêtres comme des éclats de verre gelé en plein vol. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte et posé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières principales, juste la douce lueur sous les étagères. Assez pour réfléchir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé, effacé, tapé à nouveau. Pas d'argument, pas de défense. Une liste, rien de plus. Ligne après ligne, factuelle, propre, silencieuse, date d'audit, chevauchement de chronologie, retraits inattendus, détournement de fonds destinés aux frais médicaux de grand-mère Marie, paiements étiquetés, actions communautaires, qui ne menaient nulle part. Tout était factuel, tout était vérifiable. Je ne préparais pas une attaque. Je préparais la clarté. Vers 21h, Stéphane a appelé. « Tu manges ?» a-t-il demandé. Sa voix portait toujours une logique calme, même quand il était inquiet. Plus tard. « Tu n'es pas seul là-dedans. » Je sais. Une pause sur la ligne. Puis, laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu vas à la fête? J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le comptoir. La fête, le microphone, le projecteur que ma sœur avait orchestré. L'humiliation qu'elle avait répétée. Il y a 5 ans. Il n'avait fallu qu'un seul dîner pour me pousser hors de leur orbite. Maintenant,
Il ne faudrait qu'une seule soirée pour mettre fin à leur capacité de m'y ramener. Oui, ai-je dit. J'y vais. Stéphane a expiré comme s'il avait connu la réponse bien avant que je ne l'admette. Avant de raccrocher, il a ajouté doucement, « Alors tu devrais savoir quelque chose. L'enquêteur que ta sœur a engagé, il a déjà déposé des rapports obligatoires auprès du procureur de la République. Ils agissent vite. » Le mot s'est installé en moi avec un clic froid et précis. Elle avait commandé l'enquête. Elle avait financé les recherches. Elle avait ouvert la porte. Et maintenant, les conséquences la franchissaient. J'ai rapproché le dossier de moi et j'ai continué à taper. Mes actions n'étaient pas bruyantes, juste pratiques. Révision de documents internes, copies archivées d'anciens dossiers, notes pour un conseiller juridique si nécessaire. Des démarches administratives silencieuses qui ne ressemblaient pas à une vengeance parce qu'elles n'en étaient pas une. Je ne créais pas une chute. Je refusais d'en amortir une. Le lendemain matin, au siège de ma start-up, le soleil frappait la salle de conférence vitrée sous un angle qui faisait ressembler la table à un miroir. Je pouvais voir mon reflet dans le blazer que je portais, sombre, simple, maîtrisé. Mon ordinateur portable était ouvert avec la liste que j'avais faite la veille. Stéphane est entré avec une pile de contrats de travail d'une valeur de dizaines de millions d'euros dans 3 régions. Des résultats réels et tangibles d'une carrière que j'avais bâtie sans aucune aide de la famille qui se préparait à m'accuser de tromperie. Il s'est arrêté en voyant le dossier sur la table. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. Oui. Mais ce n'était pas une préparation dans le sens où il l'entendait. C'était une préparation dans le sens de n'avoir plus rien à défendre. Quand la réunion s'est terminée et que le bâtiment s'est calmé, je me suis assise seule et j'ai relu mes notes, non pas pour les ajuster, mais simplement pour reconnaître quelque chose qui semblait nouveau. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à une attaque. Je regardais quelqu'un d'autre s'avancer vers le précipice qu'il avait lui-même construit. En fin d'après-midi, j'ai parcouru la longueur du couloir de verre. La ville au-delà se reflétait sur les panneaux comme une seconde ligne d'horizon. Mes pas étaient le seul son. Les gens croient que la vengeance est bruyante. Ils ont tort. La plus dévastatrice est procédurale, neutre, nue, menée par des systèmes qui ne se soucient pas de savoir qui a pleuré en premier. De retour chez moi ce soir-là, j'ai plié ma tenue pour la fête. Un blazer anthracite, des lignes épurées, une présence indéniable. Des vêtements qui ne disaient rien mais révélaient tout. Avant de dormir, j'ai tapé un dernier message à Stéphane. J'y vais sans me cacher. Il a répondu instantanément, bien. Certaines vérités ne fonctionnent que si tu te montres. J'ai posé mon téléphone face contre table, laissant la pièce s'assombrir dans le silence. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à ma famille. Il ne s'agissait même pas d'affronter ma sœur. Il s'agissait de retourner dans une pièce que j'avais autrefois fuie, de me tenir là où ils s'attendaient à ce que je craque, et de laisser la vérité qu'ils avaient découverte tomber exactement là où elle devait tomber. Le grand salon du château de la Loire semblait différent le soir de l'anniversaire de ma grand-mère. Plus lumineux, plus bruyant, rempli de gens qui n'avaient pas prononcé mon nom depuis 5 ans, mais qui croyaient toujours savoir qui j'étais. L'air vibrait de ce genre d'anticipation que les familles ressentent avant un spectacle. Ils ne savaient simplement pas qui était en représentation. J'ai franchi l'entrée sans hésitation. Le sol en marbre reflétait la lumière du lustre en fragments nets et propres. Les conversations baissaient d'un ton à mon passage. Une fourchette a cliqueté quelque part près de la table centrale. Mon carton d'invitation attendait à l'autre bout de la pièce, retourné, intentionnellement. Ma sœur se tenait à la table d'honneur, tenant déjà le microphone. Elle s'était habillée pour la victoire. Son sourire confirmait qu'elle s'y attendait. Quand elle m'a vu, son expression s'est crispée une demi-seconde avant de se lisser en quelque chose de poli. Elle a tapoté 2 fois le microphone et le bruit dans la pièce s'est dissipé dans l'air. « Merci à tous d'être ici », a-t-elle commencé, rayonnante sous les lumières. « Ce soir, nous célébrons notre grand-mère. Une femme remarquable. Mais avant de le faire, il y a quelque chose que nous devons aborder. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mon père a croisé les bras. Le menton de ma mère s'est levé. Les parents se sont penchés en avant, prêts pour l'histoire que ma sœur avait assemblée à partir de l'enquête qu'elle avait commanditée. Depuis des mois, a-t-elle dit, des affirmations trompeuses circulent sur le succès,
les accomplissements et l'intégrité. Une onde a parcouru la foule. Les yeux se sont posés sur moi. Attendu. Et parce que notre famille valorise l'honnêteté, a-t-elle continué, j'ai pris sur moi de vérifier certaines choses. Voilà, le rideau se levait. Elle pensait me démasquer. Je suis resté immobile près du mur du fond, les bras légèrement croisés, observant. Aucune colère, aucune défense. Ma sœur a inspiré, prête à porter le coup final qu'elle avait répété. Mais avant qu'elle ne puisse parler, les portes du salon se sont ouvertes. Le son était faible, juste une charnière et un courant d'air, mais il a réduit la pièce au silence plus efficacement que n'importe quel discours. 3 agents de la gendarmerie nationale sont entrés. Un signe visible, posture formelle. Leur présence a traversé la lumière du lustre comme un courant froid. Les conversations se sont tues, les pieds se sont immobilisés. Quelqu'un a murmuré, « Que se passe-t-il » L'agent principal a balayé la pièce du regard. Mademoiselle y est-elle présente? Ma sœur a levé le menton. Oui, a-t-elle dit en souriant à nouveau. Je suis là. La voix de l'agent n'a pas vacillé. Mademoiselle Manon Aille, vous êtes placée en garde à vue pour interrogatoire concernant des dons détournés et un abus de confiance familiale. Le microphone a légèrement glissé dans sa main. Quoi? C'est. Il doit y avoir une erreur. Mais les agents s'approchaient déjà, calmes, procéduraux, peu impressionnés par le pédigré ou la réputation. Des halètements se sont répandus comme de la chaleur dans la pièce. Ma mère s'est levée, le visage d'une blancheur spectrale. La mâchoire de mon père s'est contractée si fort que le muscle a sauté près de sa tempe. Non, a sifflé ma sœur en reculant. C'est elle qui ment. C'est elle qui. L'agent l'a interrompu. Nous avons des dossiers d'audit complets. Le rapport déposé par l'enquêteur que vous avez engagé corrobore les conclusions. Silence. Parfait. Dévastateur silence. Parce que la vérité était indéniable. L'enquête qu'elle avait payée n'avait exposé qu'elle-même. Alors que l'agent lui passait une paire de menottes au poignet, le clic métallique a résonné jusqu'au lustre, net, final. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce. Confusion, colère, peur. Pas une seule fois je n'ai bougé. Pas une seule fois je n'ai parlé. Grand-mère Marie s'est levée de son siège, calme et claire. J'ai autorisé un audit indépendant il y a des mois, a-t-elle annoncé. Tout sera traité correctement. Mon père la dévisagea, abasourdi. Ma mère a vacillé légèrement, s'agrippant au dossier de sa chaise. Les cousins chuchotaient. Les tantes se couvraient la bouche. Le récit s'était fracturé, et aucun d'eux ne savait comment en rassembler les morceaux. Les agents ont guidé ma sœur vers la sortie. Ses talons claquaient sur le marbre en pas courts et inégaux. Quand elle est passée devant moi, elle a ralenti juste une seconde. C'était le moment qu'elle m'avait destiné. Une fin publique, une humiliation déguisée en vérité. Au lieu de cela, elle est passée devant la personne qu'elle avait tenté d'exposer, et je n'ai pas bronché. Le salon n'a pas respiré jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle. Et pour la première fois de ma vie, le silence dans cette pièce m'appartenait. 18 mois plus tard, le souvenir de cette nuit ne m'apparaît pas comme une scène. Il arrive comme un son, le clic métallique des menottes résonnant sous la lumière du lustre. Un son qui me serrait la poitrine. Maintenant, il atterrit doucement, comme un rappel plutôt qu'une blessure. La vie n'a pas changé d'un seul coup après cette soirée. Elle a changé lentement, comme la lumière se déplace dans une pièce en fin d'après-midi, à peine perceptible, jusqu'à ce que tout paraisse différent. Le bâtiment qui abritait autrefois l'association de ma sœur, une ancienne ferme provençale, se trouve dans une rue calme d'un village en Provence. Je l'ai racheté pour €1 symbolique après la dissolution du conseil d'administration, puis je l'ai reconstruit pièce par pièce pour en faire tout autre chose, un centre de sécurité numérique pour les enfants qui n'ont jamais eu accès à ce genre de protection. L'ironie ne m'échappe pas. Certaines fondations méritent de s'effondrer pour que d'autres puissent être construites sur des bases saines. La plupart des matins, le soleil traverse le hall vitré en long traits réguliers. Je me tiens à l'intérieur, regardant de jeunes élèves taper leur première ligne de code ou apprendre à sécuriser leur compte en ligne. Leurs rires remplissent les couloirs que ma sœur utilisait autrefois pour des photos mises en scène et des réunions de donateurs. Cette version du bâtiment semble honnête,
simple, réel. J'ai encore des nouvelles de grand-mère Marie. Jamais des exigences, juste des invitations, douces. La semaine dernière, elle m'a envoyé un email, dîner dimanche. Sans pression. Une phrase si simple qu'elle semblait inconnue après des années d'obligations déguisées en affection. J'ai dit, oui. En traversant Lyon ce soir-là, la ville m'a semblé plus douce que dans mon souvenir. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais enfin cessé de porter de vieux récits comme s'ils étaient des dettes que je devais encore. Au feu rouge sur l'avenue Foch, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre, calme, stable, sans hâte. Pas triomphante, juste soulagée d'un fardeau. Les gens supposent que la justice ressemble à une parade victorieuse. Ce n'est pas le cas. C'est un espace, de l'air qui revient dans une pièce dont on ignorait qu'elle nous étouffait. Après tout ça, le nom de ma sœur revient encore dans des chuchotements. Date d'audience, dédommagement, la lente machinerie des conséquences. Mais plus rien de tout cela ne m'atteint. Pas par indifférence, mais par distance. Je n'ai pas gagné en leur prouvant qu'ils avaient tort. J'ai gagné en sortant de la version de moi qu'ils insistaient à croire vraie. Et d'une manière ou d'une autre, cette libération silencieuse est devenue suffisante. La liberté n'est pas arrivée avec des applaudissements. Elle est venue sous la forme d'un deuil silencieux, d'une respiration régulière et de la simple prise de conscience que je ne tressaillais plus à l'entendre de mon propre nom. La famille dans laquelle j'ai grandi avait tenté de me définir par l'absence, par le silence, par l'effacement. Mais la distance m'a appris quelque chose. Ils ne s'y attendaient jamais. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que je peux fermer ou ouvrir, selon mes propres termes. Et maintenant, chaque pas en avant semble mérité, calme et enfin mien. Si vous avez déjà reconstruit votre vie à partir du silence, vous n'êtes pas seul. Restez, écoutez, et rejoignez-moi pour la suite.